Eh bien, bonjour et bienvenue à cette table ronde vers l'industrie du futur qui est organisée par InfoSup et Sigma Clermont. Je m'appelle Michel Roche, mais je vous propose de me présenter en même temps que mes collègues après une très légère introduction. Alors, le secteur industriel, il a toujours été en mouvement continu depuis ses débuts. Et une fois de plus, eh bien, il est entré dans une phase de profonde mutation. Et on assiste aujourd'hui, et dans les années qui viennent, à un changement radical de l'industrie, avec des évolutions technologiques clés, dont la plupart sont basées sur le numérique, et des changements dans les organisations et le management. Véritable rupture. Mais pour poursuivre les énormes progrès de productivité, de croissance qui ont été vécus depuis le début de l'industrie. Alors, quels sont les enjeux pour l'industrie du futur? Que devient l'homme, avec un grand H, mesdames, dans cette évolution? Quelle est la place qui lui sera accordée dans ce nouvel univers technologique connecté? Quels seront les profils qui vont gagner demain? Et bien, nous allons essayer de vous apporter un témoignage sur cette industrie de demain, avec les conséquences sur la manière de produire, de travailler, l'évolution de nouveaux métiers, et les conséquences sur les formations attendues, sur l'évolution des compétences, savoir-faire, et de plus en plus, savoir-être. Alors, nous serons 4 à témoigner et à répondre à vos questions. Donc, Monsieur Loïc Douis, je fais la présentation, donc diplômé Sigma, fondateur d'une société, et Loïc, cette année, a reçu le prix de la Fondation Sigma, qui valorise un élève au niveau de la valeur académique sous ces 2 aspects, le savoir-faire et le savoir-être. Pierre-Jean Nardelli, qui est diplômé de Sigma Clermont en 2011, et qui est responsable de fabrication chez Michelin. Monsieur Khalid Kouis, qui est enseignant-chercheur Sigma Clermont, un expert reconnu en automatisation des systèmes de production, et Khalid Kouis est aussi en charge du parcours Industrie du futur qui a été mis en place pour les élèves de Sigma. Moi-même donc, Michel Roche, moi je suis consultant senior, spécialiste de l'industrie. Voilà. Et je vais commencer en essayant de vous donner quelques généralités sur l'industrie du futur, une industrie en complète évolution. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que l'on constate? On constate une accélération de changements profonds dans un contexte où c'est la mondialisation des marchés. Aujourd'hui, en réseau de monde, c'est des nouvelles attentes des hommes. Alors, génération X, génération Y, attente vis-à-vis de l'autonomie, attente vis-à-vis de la responsabilisation, et puis l'importance de la richesse de l'industrie dans la richesse nationale. Tous les pays, et c'est l'Allemagne qui a ouvert le feu aux alentours de 2005-2006, travaillent sur les sujets industrie du futur. Et la plupart des gouvernements ont différentes actions sur ce sujet-là. En France, ça a été lancé par M. Montebourg. Aujourd'hui, vous avez donc industrie du futur qui se développe dans tous les pays du monde, mais je dirais que les plus avancés sont les Allemands, les Américains, et les Français suivent un bon rythme, je dirais. Alors, nécessité d'avoir une industrie forte, parce que c'est la création de richesse. C'est la création de richesse. Évolution vers une industrie qu'on cherche plus compétitive, dans worldwide, plus agile et plus flexible pour répondre rapidement aux besoins des consommateurs, plus communicante, plus respectueuse de l'environnement. Ça, c'est un des points clés. Il y a de nouveaux métiers, on verra, qui vont être associés à ça. Plus innovante en procédé. Aujourd'hui, il faut toujours avoir un temps d'avance vis-à-vis de la concurrence. Donc c'est le produit, mais aussi la manière de faire ce produit. Plus intelligente en automatisation, la Khalid Kouis vous en parlera. Et puis plus soucieuse de ses employés et de leur management. Passez-moi l'expression, mais il n'y a qu'à Faucon, c'est fini tout ça. C'est fini déjà depuis de très nombreuses années. Et les entreprises gagnantes sont les entreprises qui sont en train de changer, ou qui ont, parce qu'il y a des cas précis dans le monde, qui ont changé leur style de management, et en développant l'autonomie, en particulier la responsabilisation des hommes, avec un grand H, je répète, et des équipes. Et on assiste à des mouvements profonds dans ce style de management. Alors,
beaucoup utilisent le terme de révolution. Moi, personnellement, je pense que le terme est un peu fort. Moi, personnellement, j'utilise plutôt le mot évolution, même si c'est une forte évolution. Voilà, dans le temps imparti, ce que je voulais vous dire comme entrée, en rajoutant qu'on passe d'un monde hiérarchique à un monde de connexion. Vous avez dû voir que la hiérarchie est beaucoup plus écrasée dans les entreprises aujourd'hui, parce qu'on responsabilise les gens, parce qu'on essaye partout de prendre la bonne décision au bon niveau, ce qui change radicalement le management. C'est l'ère du service, c'est l'ère du digital, et puis c'est la fusion du monde virtuel, de l'Internet, avec le développement des technologies. Alors, ce qui restera toujours d'actualité, et qui feront que nos sociétés, nos entreprises resteront au top, c'est toujours la création, l'innovation. Ça, ce sont des points clés d'avenir. Ça a toujours été, mais je dirais plus que jamais. Et moi, je connais un certain nombre d'entreprises qui se disent, si on peut avoir sur le produit et sur l'innovation 3 ans d'avance, c'est fantastique. Ça veut dire que beaucoup de métiers vont être liés à l'innovation aussi. Que ce soit au niveau des procédés, du produit lui-même, des procédés, des services, du management. Et c'est un changement encore, ce qui est d'ores et déjà perçu. Vous avez des grandes entreprises internationales, mais aussi des grandes entreprises françaises qui ont beaucoup travaillé sur le sujet depuis plusieurs années. Et les outils numériques font tomber les cloisons. On y reviendra là-dessus. Ça donnera encore plus d'importance au savoir-être. Alors, l'usine du futur, de nouvelles préoccupations importantes qui vont drainer des tas de nouveaux métiers. L'usine du futur, l'industrie du futur, certains disent l'usine, sont confrontés à 4 grands types de problèmes. L'usine à la nature, c'est la réduction de la consommation des ressources, c'est l'énergie, c'est l'eau, c'est les matières premières, c'est la protection de l'environnement, c'est le développement durable des produits et des procédés. Je ne vais pas trop rentrer dans le détail. L'usine et le voisinage, c'est l'intégration dans les paysages périurbains. C'est la recherche d'un design architectural. On voit déjà de nouvelles usines, des usines plus compactes, avec un plus faible impact visuel, avec un encombrement plus faible. Puis les nouvelles relations entre l'industriel et le grand public. La valorisation des valeurs de l'industrie, la création de liens sociaux au niveau de l'entreprise, à un moment où, au niveau des États, ce lien social est en train de se diluer un petit peu. L'usine et la création de valeur, c'est la performance économique. Il faut être performant économiquement pour faire du bénéfice, mais bénéfice d'abord pour assurer la pérennité de l'entreprise et investir. Moi, personnellement, les entreprises qui pensent que résultat pour résultat, ils ne tiennent pas pour résultat. Le résultat, il est là pour investir et assurer la pérennité de l'entreprise. Et puis l'usine et les hommes, on verra ça plus loin, les hommes au cœur de la performance. L'utilisation du potentiel et de l'intelligence, c'est bien les grands mots des hommes et des équipes réunies, c'est la responsabilisation, c'est l'autonomie. Et c'est la rencontre positive des attentes des hommes et des entreprises. Alors, c'est jamais bisounours, c'est sûr. On n'est pas que le Méditerranée à Bayard. Mais les entreprises qui réussissent, ces entreprises qui arrivent à trouver un bon équilibre entre les attentes des hommes et les attentes et devoirs de l'entreprise. Donc beaucoup de problèmes et beaucoup de préoccupations qui prennent de l'importance. Voilà ce que je voulais vous dire, moi, comme introduction. Et maintenant, je vais laisser, à moi qu'il y ait des questions, mais je crois qu'on réserve les questions à la fin. Est-ce que vous avez des questions sur ce? Là, on passe. Donc, c'est Pierre-Jean Dinardelli qui va intervenir maintenant et qui va nous parler des différents métiers dans l'industrie et puis l'évolution du rôle du manager. Jean-Pierre, Pierre-Jean, je vous passe la parole. Merci. Bonjour à tous. Donc, je m'appelle Pierre-Jean Nardelli. Je suis sorti de la promotion Sigma, clairement à l'époque IFMA en 2011, par la voie de l'apprentissage. Et donc, depuis 2011, je suis manager au sein de l'entreprise Michelin, dans un premier temps dans un atelier de production de pneumatiques, et depuis quelques mois dans un atelier d'usinage qui fabrique des solutions moulantes, et notamment des moules de fabrication.
Donc c'est dans ce contexte-là, en tant que manager dans l'industrie et diplômé IFMA 2011 Sigma, que je viens de vous présenter aujourd'hui les différents métiers dans l'industrie. Donc qu'est-ce qu'on attend d'un ingénieur dans l'industrie du futur, et aussi, et plus particulier parce que je suis manager, c'est l'évolution du rôle du manager et des équipes au sein de l'industrie où il y a un enjeu très important parce qu'on doit répondre à des contraintes qu'on a citées en introduction. Alors, pour les différents métiers de l'industrie, déjà dans un premier temps, pour l'industrie, surtout en France, on est condamné à innover. Parce que si on veut survivre, il faut qu'on innove et qu'on crée des produits à forte valeur ajoutée. Donc dans ce contexte-là, on a besoin d'ingénieurs pour rechercher et développer des nouveaux produits. Mais aussi, pour fabriquer ces produits-là, on a besoin d'ingénieurs pour innover sur les procédés de fabrication. Et notamment, je crois qu'on va en reparler plus tard, j'ai un exemple à vous donner sur la fabrication additive, ce qu'on appelle les impressions 3D. C'est des choses, il y a encore quelques années, ça nous paraissait farfelu d'imaginer des choses comme ça. Aujourd'hui, c'est des choses qui sont concrètes dans les ateliers de fabrication et sur lesquelles il y a des enjeux importants pour répondre aux besoins du client. Et puis, il y a un mot qui est important aussi, c'est industrialisation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, même si on innove et qu'on crée des nouveaux produits, on est aussi condamné à les mettre rapidement sur le marché. Sinon, notre concurrent, il va le faire à notre place. D'accord ? Pour ça, on a besoin aussi d'ingénieurs qui soient capables de passer du prototype à j'ai réussi à fabriquer avec un tel procédé ou tel produit comme ça, à je suis capable de l'industrialiser et de l'avoir dans nos ateliers de production. Et là, il y a un gap qui est assez important. Ensuite, on a besoin d'ingénieurs pour l'ingénierie, pour ces ateliers de production, pour leur créer des machines. Donc quand on a conçu ces briques procédés, il faut maintenant les implanter dans les ateliers, autour d'autres machines, qui soient capables de répondre avec des organisations humaines, ou des organisations de structures de bâtiments, etc. Donc on a besoin d'ingénieurs pour pouvoir travailler sur ces procédés-là. Donc prendre ces briques technologiques, les mettre dans les machines, et les installer dans nos ateliers de fabrication. Ensuite, une fois qu'on a ces moyens de produire, on a besoin aussi d'ingénieurs qui vont avoir un rôle de manager. Et ces managers-là, ils sont là pour guider des équipes de production. Et on a différents niveaux de manager. Du manager assez terrain où il va avoir directement son équipe de production, à des managers d'atelier, d'usine, d'activité au sens large, avec chacun son niveau de responsabilité. En plus de la production, on a besoin de support, parce que pour produire, il nous faut des personnes qui soient là pour nous aider, et notamment sur les métiers de la maintenance. On a besoin d'ingénieurs pour gérer ces équipes de maintenance, mais aussi pour travailler sur les méthodes de maintenance. Là maintenant, aujourd'hui, on va parler de maintenance préventive, prédictive. On a besoin de personnes formées qui soient capables de nous donner des moyens dans les ateliers de production de maintenir nos équipements de production. Avec le personnel de maintenance, on va aussi avoir besoin de personnes pour travailler sur le progrès, parce qu'on est condamné à progresser, que ce soit sur nos résultats, sur la performance de nos produits ou de nos installations. Donc on a besoin de personnes qui sont là pour nous aider et nous trouver ces voies de progrès. D'accord ? Donc on a besoin de leaders progrès, de managers qui gèrent des équipes d'organisateurs ou de personnes qui sont là pour travailler sur ces sujets progrès. Et enfin, pour faire la transition entre le client, récupérer les besoins du client et les transmettre dans les ateliers de fabrication, on a besoin de personnes qui soient capables de gérer ces flux, de capter les informations, voire même d'imaginer l'évolution des prévisions et de donner ces informations-là pour qu'on soit capable d'être réactif et répondre aux besoins du client. Donc dans tout ça, on a besoin, pour gérer toutes ces entités-là, de direction industrielle, donc c'est ce qu'on avait juste avant. C'est-à-dire qu'on a aussi besoin de managers d'un certain niveau qui sont là pour répondre et vérifier que sur tous les paramètres dont je vous ai parlé, qu'il y ait une cohérence. D'accord ? Donc c'est des managers expérimentés sur lesquels il y a des enjeux business importants et qui sont vraiment là pour aider toutes les entités de production à travailler en droite ligne avec les attentes de nos clients. Parce que le client est vraiment au centre de ce qu'on veut faire et on est là pour lui répondre.
Donc, dans tout ça, on a des rôles de manager. Et je vous ai dit, le manager, eh ben, il va évoluer. Il a déjà évolué. Et le rôle du manager, donc c'est sur la slide d'après, on avait le manager avant, où je vous ai matérialisé les compétences du manager à travers ce triangle-là, où on lui demandait d'avoir du leadership. Leadership, ça veut dire donner une vision à une équipe, être exemplaire, montrer l'étoile polaire pour que l'équipe puisse évoluer et travailler. Il avait le rôle de pilotage de la performance, c'est-à-dire il est garant des résultats et des processus adaptés pour pouvoir produire. Et il avait aussi un pavé qu'il a toujours, développement des compétences, c'est-à-dire son équipe de production, il est là pour les développer les compétences de chacun pour qu'ils puissent répondre à ce besoin-là. Bon, mais ce rôle-là, il a un petit peu évolué, et demain, ce qu'on va demander au manager, c'est toujours garder cette partie leadership, parce qu'un manager, par définition, il doit avoir du leadership pour mener son équipe, mais on va surtout lui demander de développer les compétences de ses équipiers. Parce que demain, c'est l'humain, c'est l'homme qu'on va mettre au centre de nos ateliers. Où avant, on avait bâti nos organisations sur de la défiance, c'est-à-dire sur de la fabrication, de la revérification et revérification. Demain, on responsabilise nos personnes et on met l'humain au centre de l'atelier. Et le mot qui convient le mieux, c'est la confiance. Et pour avoir confiance, il faut que les personnes aient les moyens de pouvoir évoluer, et donc il va falloir développer les compétences. Donc le manager de demain, il va avoir ce rôle-là qui va évoluer, qui va grandir, et il sera garant de ce développement de compétences-là. Ça ne veut pas dire qu'il oublie le pilotage de la performance, mais ce pilotage-là, c'est les équipiers qui vont le récupérer. Et pour le récupérer, il va falloir qu'on leur donne les moyens et les compétences d'y arriver. Et pour ça, il y a 3 mots qui reviennent régulièrement dans les présentations ou dans l'industrie de demain, qui sont la première chose, donc c'est la simplification. Si on veut évoluer, répondre aux besoins du client pour les différentes contraintes, qu'elles soient économiques ou autres, on a besoin de simplifier nos organisations. Vraiment, il faut se poser la question, qu'est-ce que notre client a besoin? Et répondre à ce besoin-là. D'accord? Le deuxième mot qui revient régulièrement, c'est responsabilisation. Si on veut répondre à ce besoin-là, il faut que nos équipes se responsabilisent. Mais se responsabiliser, c'est donner les moyens en temps, en compétences, voire même en argent s'il y a besoin d'investir sur des sujets, etc. Mais on doit agir sur cette responsabilisation. Et enfin, on a un outil, on parle de révolution digitale, c'est la digitalisation. Aujourd'hui, dans le monde où on vit, on doit utiliser cette révolution et faire entrer cette digitalisation dans nos moyens de production. Et cet outil-là va nous permettre de simplifier et de pouvoir responsabiliser. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Est-ce que vous avez des questions ? Je vous remercie. Moi, je suis enseignant-chercheur pour l'automatisation, donc j'interviens bien sûr pour former les ingénieurs à Sigma, mais j'interviens aussi au niveau des entreprises pour les accompagner sur des projets d'automatisation. Oui. D'abord, quand on parle d'industrie du futur, on parle vraiment de l'industrie de ce secteur qui produit un petit peu les biens que nous portons, que nous mangeons, les voitures que nous conduisons, les avions dans lesquels nous nous déplaçons. Aussi les produits pour construire les bâtiments. Donc cette industrie, on en a besoin. Bien sûr, un pays, il avance sur plusieurs jambes. Il avance avec son industrie, bien sûr, il avance avec son agriculture, il avance avec ses services, il avance avec ses intellectuels. Mais on ne peut pas construire un pays fort sans une industrie. Et vous pouvez regarder dans le monde, les pays qui comptent, ce sont des pays qui ont une forte industrie, sans négliger bien sûr les autres. Et donc nous, on est dans le domaine de l'industrie, donc on parle vraiment d'usines, d'endroits où on ajoute de la valeur, on prend de la matière, qui soit locale ou qui vient de l'extérieur, et qu'on va transformer. Et l'usine du futur, c'est cette nouvelle manière de transformer ces matières, de faire des produits de consommation, des produits d'équipement, mais avec la manière la plus efficace, en consommant le minimum
d'énergie, le minimum de matière, en gaspillant moins, et en créant aussi des objets qui correspondent aux besoins et qui soient pérennes et qui soient à un coût accessible à tout le monde. Et nous sommes tous aujourd'hui plus riches que ce qu'ont été nos parents. Je parle en moyenne parce qu'on a accès à beaucoup plus de biens, tout simplement parce que l'industrie produit beaucoup mieux, produit beaucoup plus efficacement et produit des objets qui sont accessibles à tout le monde. Et pas uniquement au niveau de la France, mais au niveau du monde. Et aujourd'hui, il y a beaucoup plus de gens qui ont accès à des produits qu'il y a un siècle avant. Alors, derrière l'industrie du futur, très souvent, on va avoir des images comme celle-là, c'est-à-dire beaucoup d'interactions entre des objets qui interviennent dans l'usine, donc une automatisation, une robotisation. Donc on a des images comme ça, on voit un certain nombre de technologies de robotisation, d'Internet des objets, de réseaux, de communication, de bases de données. Donc l'usine du futur, c'est le fait que ces machines qui jusque-là étaient des machines plutôt indépendantes sont de plus en plus interconnectées entre elles et on voit des images comme celle-là qui illustrent un petit peu l'industrie du futur. Donc bien sûr, les quelques minutes que j'ai ne me permettent pas de développer tous ces concepts, mais dans les formations que nous faisons à Sigma, nous formons nos élèves pour devenir des ingénieurs capables de concevoir, de piloter, d'utiliser ces technologies pour les mettre en musique, pour créer ces usines. Pour illustrer ça par quelques images, alors mon collègue avant, il a parlé qu'il y a plusieurs aspects dans l'industrie. Il y a bien sûr, avant de produire, il faut d'abord concevoir. Et donc l'industrie du futur, c'est une industrie où toutes les étapes du process de l'industrialisation sont impactées par les nouvelles technologies. Donc, par exemple, les process de la conception vont utiliser de plus en plus du numérique, c'est-à-dire qu'avant de créer des prototypes physiques, on crée des prototypes virtuels. Donc aujourd'hui, les ingénieurs de conception utilisent beaucoup plus le virtuel. Ils créent d'abord l'objet virtuellement avant de le tester physiquement. Et donc ça, c'est une transformation majeure. Un autre aspect, c'est ce qu'on appelle la continuité numérique, c'est-à-dire que les objets qui sont créés par certains ingénieurs vont être utilisés par d'autres ingénieurs pour être testés, pour être calculés, pour être dimensionnés. Et puis d'autres ingénieurs vont créer des objets encore virtuels pour pouvoir voir leur fabricabilité. Ils vont aussi utiliser des objets numériques pour préparer la gestion, imaginer des usines d'une manière virtuelle avant de les réaliser. Et donc, dans l'usine du futur, il y a un impact très fort du numérique dans les phases de conception. Alors, on utilise des concepts comme la réalité virtuelle, la réalité augmentée, mais aussi beaucoup de calculs, beaucoup d'intelligence artificielle, parce qu'un ingénieur, dans sa phase de conception, ne peut pas tester toutes les possibilités. Et l'intelligence artificielle, elle est là pour essayer aider l'ingénieur à explorer le domaine du possible et aller chercher l'optimum. Une autre illustration, nos collègues ont parlé aussi des process de production. Ces process de production vont être impactés par des nouvelles manières de produire. Alors bien sûr, beaucoup d'automatisation et beaucoup des opérateurs dans les usines vont intervenir au niveau de la production, peut-être à travers des écrans, à travers des claviers, comme ce que vous voyez là, des images de salles de contrôle avec des opérateurs on peut imaginer qu'ils pilotent un système de production, par la présence des robots. Et vous voyez des images qui paraissent peut-être pour vous un petit peu banales, mais qui pour nous ne sont pas banales. Cette image avec une jeune femme à côté d'un robot. Dans l'usine d'aujourd'hui, même s'il y a beaucoup de robots, ces robots sont en général dans des cages. Pour l'industrie de demain, où on va avoir une plus grande proximité entre des machines très sophistiquées comme un robot et des opérateurs, c'est une réalité qui est nouvelle. Et une image comme celle-là n'est pas encore une réalité aujourd'hui, mais elle le sera demain. Bien sûr, la fabrication additive, vous imaginez qu'une pièce comme celle que j'ai mise là, ce n'est pas une pièce que l'on peut fabriquer
d'une manière classique. Et donc ça, c'est aussi une révolution. Mais tout le monde n'a pas besoin de fabrication additive. Toutes les industries n'ont pas besoin de robotique. Donc quand on est par exemple dans un process chimique, le robot n'a pas sa place. Quand je suis dans l'automobile, aujourd'hui, faire de la fabrication additive pour l'automobile, ça n'a pas tellement sa place, puisque les pièces qu'on fabrique pour l'automobile, on les fabrique en grand nombre, et la fabrication additive reste encore beaucoup trop chère pour des secteurs comme ça. Donc nous, en formant nos élèves à ces concepts, c'est-à-dire qu'on leur donne les clés pour choisir les meilleures technologies pour les industries et savoir faire les choix. Alors, pour faire ces productions, on a besoin aussi de maintenir ces machines, on a besoin de les piloter. On a parlé d'agilité, l'agilité c'est-à-dire la flexibilité, mais cette flexibilité, il faut aussi qu'on la pilote. Il faut quand vous avez une machine qui est transformable, vous devez quand même venir avec des techniciens et changer son référentiel pour produire de nouvelles pièces. Mais vous voyez des opérateurs qui vont avoir accès aussi à ces outils qui permettent de transformer les productions. Alors, puisqu'on est dans InfoSup, donc c'est pour voir un petit peu l'évolution pour les postes de demain. Bon, ce qu'on peut dire, c'est que les opérateurs qui vont travailler dans ces usines demain, à quel niveau que ce soit l'opérateur de base, que ce soit l'agent de maintenance, que ce soit le chef d'équipe, que ce soit l'ingénieur, que ce soit le concepteur, tous ces acteurs vont travailler avec des objets plus abstraits. Donc, demain, les hommes et les femmes qui vont travailler dans l'industrie, à quel niveau que ce soit, doivent être capables d'un plus grand effort, d'une plus grande capacité d'abstraction. Le travail va être beaucoup plus avec l'information, avec les datas, avec les données, à n'importe quel niveau. Les organisations vont être beaucoup plus flexibles parce que le numérique fait que l'information circule beaucoup plus rapidement et qu'elle arrive directement sans passer par une hiérarchie complète pour arriver à destination. Et bien sûr, une plus grande conscience sociétale et plus grande conscience vis-à-vis de l'environnement. Donc, les compétences pour pouvoir être dans cet état d'esprit, bien sûr, tout ce qui touche à la manipulation des données, à l'utilisation de l'intelligence artificielle, à la possibilité de modéliser les process, les objets, et la physique de ce qui nous entoure. Bien sûr, la robotique, l'utilisation de technologies comme les objets connectés, d'être capable de créer des interfaces homme-machine, des interfaces riches. Et bien sûr, aujourd'hui, il y a des boutons, des claviers, mais il y a de plus en plus d'écrans. Et demain, il y aura la parole, il y aura le son, il y aura le toucher. Il y a d'autres interfaces nouvelles qui commencent à émerger. Et alors, les métiers pour la gestion de l'énergie sont aussi des métiers qui vont avoir grandement leur place parce qu'aujourd'hui, il faut aussi produire d'une manière optimale. Et donc, c'est aussi tout un pan qui s'ouvre et qui est très riche, avec un grand potentiel de postes d'emploi à tous les niveaux, c'est-à-dire aussi bien au niveau opérateur, agent de maintenance, ingénieur, concepteur, etc. Donc c'est en résumé ce que je voulais dire et peut-être qu'au travers de vos questions, on pourra approfondir certains points. Parole à Loïc Douis. Bien. Parler des opportunités. Alors bonjour à tous, donc moi c'est Loïc Douis. J'ai été diplômé de Sigma donc, en octobre 2017, c'est ça. Mon parcours, j'ai passé 3 années dans cette école, après 2 années de classe préparatoire. Et ensuite je me suis spécialisé dans la conception mécanique. En dernière année d'école d'ingénieur, j'ai également fait un diplôme de gestion des entreprises, ça s'appelle droit, économie et gestion. Donc voilà. Et donc, en sortie de l'école, il faut regarder un peu les opportunités qui s'offrent à nous. Et puis ensuite, comment est-ce que nous, en sortie d'école, est-ce qu'on conçoit ces problèmes-là et comment est-ce que demain on va s'y intégrer? Parce que
mais l'industrie se développe. L'industrie ne peut pas se développer sans des nouvelles personnes, mais par contre l'industrie est très puissante. Et donc c'est à nous de nous adapter à l'industrie, c'est pas l'industrie qui va s'adapter à nous. Donc voilà. Alors aujourd'hui, l'industrie se développe vraiment beaucoup. L'industrie se développe beaucoup et vite. En revanche, ce qu'on peut remarquer, il y a toujours beaucoup plus d'opportunités, les métiers sont beaucoup plus larges. Mais par contre, les secteurs d'activité, eux, sont quand même relativement concentrés. Par exemple, quand on regarde la métallurgie, les transports aéronautiques et les transports automobiles, logistiques, poids lourds, ça représente quand même plus de 50% de l'industrie. Donc, les possibilités sont très très vagues. En revanche, beaucoup d'opportunités vont se trouver dans ces domaines-là. Il y a beaucoup plus de place et plus il y a de place, plus c'est facile de pouvoir s'intégrer dans ces industries et de pouvoir s'y épanouir. D'autant plus que les secteurs d'activité se modernisent, donc on essaie d'intégrer des personnes, on va dire, un peu plus jeunes, avec des nouvelles idées, puisque l'objectif pour développer demain, c'est d'avoir les gens qui seront consommateurs demain. Et donc eux-mêmes sont les plus à même de concevoir leurs propres produits. Et donc tout ça, ça offre une multitude de possibilités de carrière qu'on doit choisir, donc n'importe quel stade de la scolarité que ce soit. Donc certains choisiront après le lycée, après le collège, enfin bref. Il existe plein de possibilités. Et pour essayer de creuser un peu ces points-là, quand on regarde par exemple ce qui s'est passé on va prendre l'exemple de PSA, qui est quand même un industriel très très puissant de l'industrie automobile. Donc PSA se développe beaucoup, PSA, on entend parler, fait beaucoup d'innovations. En revanche, si on regarde, l'effectif de PSA a diminué. Mais pour autant, le groupe n'est pas devenu moins puissant. Le groupe a continué à grossir, le groupe a continué à innover. Et en contrepartie, on peut voir que les créations d'entreprises ont augmenté. Et donc, les petites entreprises, c'est l'industrie, mais ce n'est pas l'industrie aussi puissante que les groupes en tant que tels. Et donc, on peut voir là comme une sorte de paradoxe. L'industrie se développe, les groupes se développent, mais par contre, le nombre de personnes qui s'y dédient, n'augmente pas autant. En revanche, les petites entreprises augmentent beaucoup plus. Et donc pourquoi ? Parce que en fait, l'industrie est de plus en plus consommatrice de prestations de services. Et donc là, va même externaliser certaines tâches pour ne pas les prendre en charge elle-même. Et donc on se développe, mais en répartissant un peu les risques sur un peu tout le monde. Et comme ça permet d'être plus efficace et en cas d'erreur de pouvoir mieux absorber une éventuelle erreur. Et donc, est-ce que c'est paradoxal ? Non, pas tellement, parce qu'en fait, l'objectif, c'est toujours, donc comme l'ont dit mes collègues, l'objectif, c'est d'être plus efficace en essayant de satisfaire tout le monde. Et tout le monde ne peut pas s'intégrer très bien dans des objectifs de gros groupes industriels où c'est parfois peut-être un peu plus compliqué de trouver sa place. Si on regarde la performance purement financière de l'industrie, on voit qu'elle a continué à grandir et on sait même qu'elle va continuer à grandir puisque le monde économique se développe. Et donc, qu'est-ce qui peut favoriser tout ça ? Donc, si on revient à l'augmentation des créations d'entreprises, pourquoi est-ce qu'il y a aujourd'hui de plus en plus de créations d'entreprises ? Eh bien, à mon avis, déjà, dès le parcours scolaire, en fait, il y a beaucoup plus d'incitation à créer des entreprises. Il existe des diplômes qui se dédient à la création d'entreprises. J'ai parlé tout à l'heure du master administration et gestion des entreprises. Donc, lui n'y est pas spécialement dédié, mais c'est l'une des possibilités. Il existe d'autres diplômes. Il existe aussi quelque chose qui s'appelle le PEPIT. Donc c'est un organisme national pour délivrer un statut d'étudiant entrepreneur.
Et donc en fait, qu'est-ce que c'est que ce statut-là? Eh bien en fait, on va, pendant nos études, développer un projet qui nous paraît être une possibilité de projet professionnel et dans laquelle on va s'inscrire en tant que potentiel créateur d'entreprise. Alors après, selon les ambitions de chacun, on va avoir des entreprises plus ou moins grosses, on va avoir des secteurs d'activité différents, on peut également avoir des formes d'entreprises différentes. Aujourd'hui, depuis la création des micro-entreprises, le nombre d'entrepreneurs a considérablement augmenté. Et parce que en fait, les démarches sont aussi beaucoup plus faciles et beaucoup plus accessibles et demandent moins de moins chercher dans les démarches administratives. Et donc tout ça, en fait, c'est le genre de choses qui facilite la création d'entreprises et qui va permettre aux groupes industriels d'aller chercher des réservoirs plus importants dans les entreprises un peu plus petites. Et c'est ce qu'on va appeler ces entreprises plus petites, les sous-traitants de rang 1, de rang 2, dont vous entendrez sûrement parler dans la suite de votre parcours. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé pour moi? Donc, tous les problèmes qui ont été décrits jusqu'à maintenant, à l'école, on en entend beaucoup parler, on essaie de les comprendre, on nous les présente, on nous présente même les solutions à ces problèmes-là. Mais par contre, on s'en rend réellement compte et on peut pleinement en prendre possession de ces problèmes que quand on fait des stages en entreprise, parce qu'il n'y a rien de plus concret que l'entreprise en elle-même. L'école, c'est très bien, mais ça reste abstrait et ne représente pas toujours le monde réel du travail. Et puis ensuite, l'environnement social est très développé. L'information va très vite aujourd'hui, il y a les réseaux sociaux, on comprend très bien les problématiques. Et donc en fait, malgré tout ce qu'on a envie de faire, la contrainte numéro 1 pour toutes les entreprises, quelles qu'elles soient petites, grosses, industrielles ou non, l'objectif, ça sera toujours la rentabilité, parce qu'on a envie, une entreprise, elle est créée, mais pour vivre, il faut faire vivre les personnes. L'entreprise, elle est avant tout faite pour que nous puissions vivre correctement. Et donc, on nous parle beaucoup des contraintes budgétaires, d'être beaucoup plus efficace économiquement. En revanche, quand j'ai pris, par rapport à mon expérience, quand on arrive, qui est relativement faible dans le monde du travail, quand on arrive en stage, on nous dit, il va falloir gérer ça, potentiellement, si on t'embauche, on va te donner telle tâche à accomplir, telle tâche à accomplir. En revanche, on ne nous donne pas complètement la possibilité de s'inscrire au cœur même de la décision principale qui va être la gestion des budgets, la gestion de l'argent. Et en fait, pour essayer de garder cette performance économique, on va nous étendre beaucoup notre portefeuille de compétences, mais en y allant petit peu par petit peu et un petit peu partout. Et au final, moi ça m'a un peu dérangé de ne pas pouvoir me dire il y a des problèmes, d'accord, et je vais participer à relever ces problèmes-là, mais entièrement, pas en ayant un tout petit rôle. Et donc, allez-y. Donc moi, grâce à cet environnement et puis à toutes les facilités qu'il y a, moi j'ai décidé de créer une entreprise. Donc ça a été possible d'une part parce que j'avais la formation à l'école, à Sigma, la formation mécanique, la formation théorique, qui me permettait de me dire, mine de rien, on rentre dans le monde du travail. Quand on est dans une grosse entreprise, il y a forcément des gens au-dessus de nous, avec des compétences beaucoup plus développées, qui seront capables de nous aiguiller et de nous donner les clés de la réussite en fonction des problèmes qu'on rencontre. À l'école, à Sigma, on a une formation qui est finalement assez bien adaptée au monde concret. On a beaucoup de travaux pratiques. Et donc moi, ça m'a permis de prendre confiance un peu en mes compétences réellement dans le monde du travail. Et puis le fait d'avoir fait ce master en administration des entreprises, cumulé avec l'obtention du statut d'étudiant entrepreneur, je me suis dit, voilà, je vais me lancer et je vais créer un bureau d'études. Parce que je voulais être capable de me dire, tous les problèmes, et au final, je vais vraiment m'inscrire dedans. Et donc aujourd'hui, l'entreprise est créée depuis le début du mois de septembre. Et donc je m'inscris en tant que prestataire et sous-traitant des industries ou des entreprises plus grosses. Et donc
aujourd'hui, je comprends les entreprises, des industriels qui sont mes clients. Donc, pour le coup, j'ai un peu inversé la situation, puisque là, c'est pas moi qui suis client des entreprises, mais inversement. Et donc, je comprends leurs problématiques, et là, clairement, je peux leur apporter une solution à laquelle je vais participer de A à Z. Parce que eux vont m'imposer des contraintes que je vais devoir respecter, parce que si je ne les respecte pas, ils vont me faire travailler une fois, mais pas deux. En revanche, moi, je vais aussi devoir avoir les mêmes contraintes qu'eux, mais à mon échelle, et pour faire vivre mon entreprise. Et potentiellement pour pouvoir embaucher des nouvelles personnes et pouvoir leur donner aussi l'opportunité de s'épanouir et de développer des compétences et de prendre part au risque directement en ayant des structures, enfin une structure beaucoup plus petite et qui s'adapte finalement, je pense, assez bien à la vie de tous les jours. Alors ça a été une expérience que j'ai commencé et dans laquelle je suis très content de pouvoir m'inscrire. En revanche, c'est pas, tout le monde a pas forcément envie d'avoir ce rythme de vie parce qu'il y a beaucoup d'avantages. On prend part à beaucoup de problèmes. On est très libre, que ce soit dans l'emploi du temps, dans ce qu'on veut faire, dans nos décisions. En revanche, il y a aussi des inconvénients quand on est dans une entreprise beaucoup plus grosse avec des perspectives à très très long terme. Il y a des salaires qui sont plus intéressants, il y a une tranquillité, on va dire, d'esprit aussi, puisque le travail à 18h, 19h, on a terminé, on rentre chez soi, on peut regarder la télé, on fait ce qu'on veut. En revanche, quand on crée une entreprise comme ça, à 19h, on rentre pas chez soi, et même quand on rentre chez soi, même si on n'a plus envie d'y penser, mine de rien, il y a de l'investissement initial et on ne sait pas si on va travailler demain, et si on ne travaille pas demain, on sait qu'à la fin du mois, la banque va dire attends, je t'ai prêté 100 000 €, comment tu comptes me les rembourser? Donc voilà, les problématiques sont différentes, les perspectives sont différentes, mais par contre elles sont tellement vastes que de toute manière chacun est capable de trouver la place qui lui convient, il faut simplement chercher un peu. Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci de votre attention. Avant de passer aux questions, je vais reprendre la parole. Je voudrais commencer par rebondir sur ce que vient de dire Loïc Douis quand il a parlé de PSA et quand il a parlé des créateurs d'entreprises. Aujourd'hui, l'industrie française manque cruellement de personnes. Il y a plusieurs centaines de milliers d'emplois qui ne sont pas pourvus dans l'industrie française. Et l'industrie française, on pourrait dire l'industrie européenne aussi, va manquer cruellement, manque déjà, et va manquer cruellement d'ingénieurs. C'est la raison pour laquelle, par exemple, les grandes entreprises, et certaines PME aussi, vont dans les écoles présenter leur entreprise et présenter les jobs qu'ils offrent. Ça s'était arrêté pendant, je vais presque dire 20-25 ans, Khalid. 20-25 ans, ça s'est arrêté, et aujourd'hui, les entreprises retournent dans les écoles, parce qu'on va, une expression qui est souvent utilisée, et qu'utilisait encore dernièrement Carlos Ghosn, le patron de Renault-Nissan, c'est qu'on va manquer, en Europe, il parlait de l'Europe, on va manquer cruellement de talents. Il parlait de l'industrie. Alors, moi, le rôle des hommes avec un grand âge, je ne le répéterai pas. Les hommes et les équipes sont au cœur de la performance durable de l'entreprise. Je crois qu'on a vu les technologies, elles existent, elles se développent, il y a un énorme effort qui est fait. Mais qui va les appliquer, ces technologies? Qui va les mettre en place? Ce sont les hommes. Les techniques, comme je dis, seront à la disposition de l'entreprise. Et ce que je peux vous dire, c'est que l'industrie sans hommes, elle n'est pas pour demain. Alors, Khalid a parlé des robots, il a parlé de la cobotique, l'association sans protection entre l'homme et... Il est clair que, globalement, l'industrie va perdre des emplois. Mais c'est des emplois de faible niveau, mais des postes, des emplois de haut niveau, eh bien, on en manque cruellement. Et de haut niveau, quel que soit le job. Aujourd'hui, par exemple, un agent de maintenance. Vous avez beaucoup d'entreprises qui sont freinées dans l'expansion parce qu'ils ne trouvent pas d'agents, d'ouvriers de maintenance. On a des exemples sur la région ici. Et ces gens-là sont très très demandés.
de toutes les réflexions qu'il peut y avoir sur la formation professionnelle, etc., etc. Donc c'est à tous les niveaux qu'on manque de talent. Le contexte, l'homme dans l'industrie de demain, on a des demandes de marché très fortes et très diverses, c'est ce que je viens d'illustrer. Et la différence se fera par l'expertise et l'engagement des hommes. Des hommes motivés et des hommes formés, bien formés. Et de plus en plus, les entreprises devront être des entreprises assurant la formation, des entreprises formantes. Le pourcentage de formation dans les heures effectuées par les personnes sera de plus en plus important. Parce que les technologies, elles évoluent à vitesse grand V. Donc la réponse, c'est quoi? C'est les hommes motivés, formés, travaillant dans des conditions favorables. Alors l'industrie, c'est pas que le Méditerranée, c'est pas Bayard, on passe les cocotiers Bayard, mais mettre les personnes dans un environnement où ils ont intérêt à bien faire, de bonnes conditions ergonomiques, de bonnes conditions de sécurité, un bon éclairage, etc., etc. Des emplois dont la qualification augmente nécessitant des formations initiales et continues. Les formations continues seront de plus en plus importantes. Lorsque les entreprises repèrent des talents capables d'évoluer dans l'entreprise, ils n'hésitent pas aujourd'hui à offrir ces formations à leur personnel. Et en manque de talent. Des hommes, la qualité de vie au travail, on a parlé. Donc, des hommes engagés, motivés, trouvant une satisfaction, être bien rémunérés. Vous n'avez pas fait les gens ne font pas des études pour... ils font des études pour avoir un certain pouvoir d'achat. Donc, c'est important d'être bien rémunéré. Être considéré, être reconnu, être respecté, responsable, et puis exprimer sa créativité. Aujourd'hui, tout ce qui est responsabilisation et autonomie au travail, les entreprises le développent fortement. Alors ça prend du temps. Dans une manière générale, avec les hommes, il faut se hâter lentement. Ça prend du temps, mais ça répond aussi aux aspirations des personnes. Et, bon, des organisations responsabilisantes, moi je caractérise les organisations responsabilisantes en disant, c'est prendre la décision au bon niveau, au bon moment. En France, contrairement à d'autres pays européens, on a une tendance, c'est que le chef, il veut tout savoir. Non, c'est fini ça. C'est du passé. C'est du passé. Le chef, il doit prendre des décisions qui relèvent de son niveau. Et ça se développe à vitesse grand V. Et tous les jeunes sont très preneurs de ça. Donc, une évolution de management, leadership, développement des personnes, pilotage de la performance, je n'y reviendrai pas, je crois que ça a été suffisamment dit. Et conclusion, l'industrie attirera les hommes qui souhaiteront se réaliser dans ce qui restera un élément clé dans les objectifs des pays. C'est important et Rally Quiz l'a répété, c'est important dans la performance des pays, l'industrie. Alors, il n'y a pas que l'industrie, c'est sûr, mais là, on est en train de parler d'industrie. Et puis l'industrie, de par les fortes évolutions, elle retrouvera la lumière médiatique. Et en particulier en France, je dirais. Aujourd'hui, il y a moyen de se réaliser dans l'industrie. Quelque chose qui montre qu'il faut qu'on retrouve cette lumière médiatique, c'est qu'en Allemagne, par exemple, vous avez 70 à 80% des parents qui souhaitent voir leurs enfants dans l'industrie, travailler dans l'industrie. En France, ce chiffre, vous savez combien il est? 20%. Et avec tout ce qui est en train de se passer, moi personnellement, je pense que l'industrie va retrouver une certaine lumière médiatique et que les personnes qui viendront travailler dans l'industrie pourront se réaliser et avoir un job extrêmement intéressant. Voilà ce qu'on voulait vous dire. Vous voulez rajouter certaines choses, messieurs? Non? Alors, on va peut-être passer aux questions. Y a-t-il des questions? Alors. C'est bon. Merci. Oui, voilà, l'industrie, donc moi je ne connais pas, je travaille plutôt dans les métiers du service, donc service aux industriels, donc connexe à l'industrie. Mais la médiatisation dont vous parlez, moi il me semble que ce que j'entends c'est plutôt que l'industrie, il y a la désindustrialisation, c'est surtout ça que j'ai entendu ces dernières années. Donc on a l'impression que l'industrie se délite, en définitive qu'elle part, et on parle de valeur ajoutée et sans valeur ajoutée, effectivement, en France, en tout cas, c'est vraiment le nerf de la guerre et c'est là où il faut se développer.
si je comprends bien. Donc ça veut dire tout ce qui est des emplois à faible niveau. En France, d'après ce que je comprends, d'après ce que je peux voir, il n'y a pas d'avenir pour, je dirais, des faibles valeurs ajoutées ou des faibles formations dans l'industrie, mais uniquement, exclusivement dans des industries où il y a une grosse valeur ajoutée. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à ça, si vous pouvez... Quelqu'un veut répondre ou je réponds? Vous avez parfaitement raison en parlant de désindustrialisation. Ces 20-30 dernières années, on a vécu une désindustrialisation, même en Allemagne, hein, monsieur. Moi, je connais bien l'Allemagne. Même en Allemagne, il y a une désindustrialisation. Bon, de par la concurrence de pays dont la masse salariale, dont les salaires sont beaucoup plus faibles. Quand je dis salaire, c'est la rémunération plus les charges sociales. Et il est vrai que quand vous avez le poids de la masse salariale dans le coût de revient industriel qui peut atteindre 30-35%, pour être compétitif, parce que les gens, quand ils achètent leur voiture, nous voulons des voitures pas chères, nous voulons, etc. Aujourd'hui, ce phénomène, il est derrière nous. Tout le monde l'affirme. Et on le voit bien, puisque l'industrie est en train de recréer, certains emplois. Alors, c'est vrai que des emplois vont être de plus en plus de bon niveau. Hein. Un ouvrier qui va piloter une machine, comme nous a dit notre ami Raleigh Chris, eh bien, il va avoir un ordinateur avec lui, il va être connecté, il va avoir les pannes sur sa montre, etc. Mais c'est vrai que dans les années qui viennent, les emplois de faible niveau vont diminuer. Ben ça, vous pouvez le dire partout. Par contre, aujourd'hui, vous avez 400 000 emplois dans l'industrie française qui ne sont pas pourvus. Et pourquoi? Moi, quand on entend ça, quand on voit ça, et puis qu'on voit le nombre de chômeurs qu'il y a en France, on se dit, qu'est-ce qui se passe? Ben, c'est tout le problème, entre autres, de la formation aussi. Enfin, il n'y a pas que ça. Mais des talents. Moi, par exemple, je connais très bien d'entreprises actuellement, d'autres, qui ne trouvent pas des ouvriers de maintenance et qui ne peuvent pas prendre des marchés parce qu'ils n'ont pas ces profils-là. Ils sont très recherchés, ces gens-là. Et l'image de l'industrie est en train de changer aussi. Hein, et aujourd'hui, les parents commencent à dire, et pourquoi pas mon enfant, pourquoi ne pourrait-il pas travailler dans l'industrie? Vous avez l'école technique Michelin. L'école Michelin. Ils sont, je crois, 80, pratiquement 100 élèves. Il faut voir le nombre de demandes qu'il y a pour avoir une formation pratique et qui débouche sur du travail sans aucun problème. Que ce soit chez Michelin ou que ce soit à l'extérieur. Pour moi, l'industrie est un tournant. Et ce tournant est en train d'être pris, et je pense positivement. Voilà moi ce que je peux répondre. Vous voulez répondre à autre chose? Vous voulez compléter? Moi, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, mais... Moi, j'ai une question. Allez-y, madame. Moi, je travaille dans l'insertion et en fait, là, ce salon-là est pour les jeunes hein, qui envisagent... Alors, qu'est-ce qui, aujourd'hui, leur donne envie de rentrer dans l'industrie? C'est très bien d'avoir deux jeunes là, qui sont frémoulus et qui ont une belle expérience, d'avoir ce retour-là. Mais en même temps, est-ce qu'il y a des portes ouvertes? Est-ce que vous ouvrez ou est-ce que c'est dans vos projets à vous là, d'ouvrir vos usines et de pouvoir faire découvrir? Parce que souvent, on voit que l'orientation professionnelle et les déclics pour avoir une vocation, c'est aussi un témoignage, c'est une rencontre, c'est à un moment donné. Et c'est vrai que l'industrie, on peut en parler, on peut avoir envie d'y aller, mais en même temps, c'est assez opaque quand on n'est pas dans ce domaine. Voilà. Donc, On va laisser les jeunes répondre. Alors, pour y répondre, effectivement, c'est un enjeu aujourd'hui des ateliers, c'est de faire un peu de pub. Parce qu'on a du mal à recruter du personnel de maintenance, c'est concret, c'est ce qu'il y a aujourd'hui, c'est ce qui nous arrive. On cherche des mainteneurs, on ne les trouve pas. On cherche des stagiaires d'école pour assurer des sujets, travailler sur des sujets, et pourtant on n'arrive pas à les trouver au moment où on les veut. Donc ça veut dire qu'aussi il y a un effort à faire de l'industrie pour attirer ces jeunes-là. Et vis-à-vis des parents
et vis-à-vis des parents. Concrètement, c'est des problématiques que dans des équipes de direction, on se pose, et pas plus tard que le mois dernier, on se l'est posé cette question-là. Et pour ça, on y répond en ouvrant nos ateliers aux jeunes. Alors quand je parle de jeunes, ça peut partir du BEP, parce que j'ai un atelier d'usinage, donc du BEP, jusqu'à faire découvrir des professeurs. On a reçu des professeurs d'un IUT de Limoges, je crois, il n'y a pas très longtemps, justement pour promouvoir, et parce qu'on recherche des potentiels pour travailler sur des problématiques précises. Et clairement, c'est un enjeu de notre côté, de la part de l'industrie, de faire de la pub pour savoir attirer ces talents-là, mais aussi pour savoir les garder. Je reviens aussi sur le rôle du manager. Aujourd'hui, dans l'entreprise Michelin, on manque de managers. Et pour recruter un manager, je ne vous explique pas les difficultés qu'on a. Non pas parce qu'on a élevé un niveau attendu, simplement parce qu'on n'arrive pas à démontrer que ces missions-là, il y a des intérêts financiers, parce qu'on veut un certain niveau de vie quand on a fait des études, mais on veut aussi développer ses compétences, et c'est quelque chose qui est important. Quelqu'un qui rentre dans une structure, elle ne va pas faire un poste, elle va rentrer sur un parcours, et ce parcours-là, il va falloir se développer. Et donc il va falloir apprendre à manager, il va falloir comprendre la technique d'un produit, d'un procédé, et quand on aura acquis ces techniques-là, on va se développer. Et aujourd'hui, l'industrie, elle doit faire de la pub aussi là-dessus. On ne vient pas sur un poste, mais on vient sur un parcours, sur une mission. D'accord ? Et donc il faut sauter de la tête les tâches répétitives et le fait qu'on fait toujours la même chose. Quand j'arrive le matin dans l'atelier, je ne fais jamais la même chose que la veille. D'accord ? Donc ça, c'est quelque chose, parce qu'on travaille avec des hommes, avec un RH évidemment, et parce qu'on n'est pas des robots, on a des problématiques différentes à gérer, qu'elles soient sociales, qu'elles soient techniques. Et donc ça, pour attirer les personnes, il faut bien comprendre que l'industrie, c'est pas être derrière une machine, c'est gérer une équipe, c'est gérer des problématiques techniques, et c'est d'avoir des profils différents, qui soient au pied de la machine, qui soient managers, qui soient dans les services support. On doit savoir attirer ces gens-là, et donc pour ça, il faut qu'on leur ouvre nos portes. Et c'est clairement des problématiques qu'on se pose aujourd'hui. Bonjour, quand vous parlez de robotique dans l'industrie, est-ce que vous voyez plutôt une robotique en symbiose avec l'employé, c'est-à-dire des robots qui aident le salarié à travailler, ou alors une usine 100% robotique et que la place de l'homme soit dans des bureaux de supervision simplement pour contrôler la production? On va laisser Alain Couy répondre, le spécialiste. Oui, il est indéniable que l'automatisation avance à grands pas. On automatise de plus en plus et on automatise tout ce qu'on peut automatiser. Il est vrai aussi que le robot jusque-là, c'était plutôt un robot qui était en cage, donc assez éloigné de l'homme, mais pas parce qu'on veut les séparer, mais tout simplement parce qu'il y a tout un ensemble de règles de sécurité qui font qu'il faut qu'il y ait une certaine distance entre des objets qui bougent, qu'ils soient d'ailleurs des robots ou des machines, et les humains. Aujourd'hui, parce qu'on introduit de plus en plus de l'intelligence dans les machines, on est capable de gérer dans une certaine manière, enfin jusqu'à une certaine mesure et avec un certain niveau de sécurité, cette proximité de l'homme et du robot. C'est-à-dire que la machine, qu'elle soit robot ou pas, la machine a de plus en plus de capacités de capteurs, l'utilisation de la vidéo, de l'image, les détecteurs laser et l'analyse de ces capteurs font que d'une manière sécurisée, on est capable d'analyser cette interaction et de permettre une plus grande proximité entre l'humain et la machine. Je travaille sur ces problématiques au quotidien. Il y a des règles très strictes du niveau sécurité qu'on ne va jamais dépasser si on n'est pas sûr que les solutions qu'on met en œuvre sont suffisantes, parce qu'il y a des gendarmes aussi qui autorisent ou non un process à fonctionner dans l'entreprise. Donc on va avoir de plus en plus de proximité entre les hommes et les machines, mais il y aura toujours des hommes. Pourquoi il y aura toujours des hommes ? Parce que aussi il y aura toujours une opération que la machine ne peut pas faire toute seule, et que cette opération, on va la dédier aux humains. Donc la frontière avance,
elle est de plus en plus éloignée. On essaye d'avoir cette symbiose, comme vous avez dit, entre la machine et l'homme, parce qu'on construit toujours une machine avec des hommes qui la pilotent. Ce qu'on appelle des dark plants, ou des usines dans le noir, hein, c'est-à-dire des usines où il n'y a que des machines, du coup il n'y a pas besoin même de mettre de la lumière, parce que les machines n'ont pas besoin de lumière pour fonctionner. Je pense que ce n'est pas pour demain. Il y aura toujours des humains pour interagir. Mais il est vrai qu'on voit de plus en plus d'interactions entre la partie automatisée et les humains qui interviennent pour une partie des opérations. Je peux me permettre de rajouter quelque chose et éventuellement pour compléter. Bon, il n'y a pas que le salaire, hein. Il y a aussi les conditions de travail, etc., l'autonomie, la responsabilisation. Mais amusez-vous aujourd'hui à comparer les salaires à qualification identique dans l'industrie et dans les autres secteurs. Alors, je ne parle pas de ceux qui auront fait beaucoup de mathématiques à Normal Sup, à Polytechnique, et qui vont être traders dans les grandes banques. Ça, c'est autre chose. Mais si vous comparez, eh bien, aujourd'hui, l'industrie est de mieux en mieux placée. Le petit jeune, là. Il n'y a pas besoin d'être trader pour gagner beaucoup d'argent. Il y a certains... C'est un exemple parce que Mais on a besoin aussi de traders, mais sur certains secteurs comme la manipulation des data, le big data, l'intelligence artificielle, on est capable d'avoir de très très bons salaires dans l'industrie. Tout à fait. Bah, ça dépend dans quel pays vous allez. Bah, les ingénieurs aujourd'hui, moi je pense que, enfin je suis plus jeune, donc je suis pas peut-être dans la meilleure information, mais je pense que ça va au début entre 40 000 et 60 000 euros par an. C'est des choses qui sont tout à fait... pour le titre 10 000. Bon. Ça dépend. Donc plus on est dans un secteur en tension, plus le salaire va être élevé. Et 20 ans après, vous pouvez avoir des écarts astronomiques. D'autres questions? Tout le monde a faim, c'est ça? Pas d'autres questions? Eh bien, écoutez, on va vous remercier. Merci. C'est fini. Merci à vous.